Bonjour. Hello, bonjour à tous. On vous espère en forme. Hein. Aujourd'hui, il y a un nouvel élément. Tu as vu dans notre décoration, Florence, on a rajouté un smile. Un smile. Voilà. Parce que c'est... Et on le voit à l'endroit. C'est bien. Ah ouais, c'est vrai. Des fois, à chaque fois, hein, selon qu'on prend la tablette, l'ordi, le portable, il y a des mots qui sont à l'endroit, des mots qui sont à l'envers. On se voit à l'endroit, on se voit à l'envers. C'est ça. Moi, j'y comprends rien avec cette caméra. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on a un live un petit peu particulier. Marie-Christine nous rejoint dans quelques instants. En fait, peut-être que la thématique vous a un petit peu étonné. Parce que gentillesse, complaisance, bienveillance et coup de pied aux fesses. Alors, je ne sais pas ce que ça vous inspire pour vous en lisant cet intitulé. Mais en fait, pour nous, c'est parti d'une discussion. Hein, en fait. Exactement. C'est parti d'une discussion. Il y a tous ces mots-là qui sont ressortis. Et en fait, on s'est dit que dans nos coachings, et ben, tour à tour, souvent, on passait par tous ces éléments. Bonjour. Ah ben voilà, bonjour. Bienvenue, merci de nous rejoindre, Marie. Coucou. Salut, Germain. Et Edwige. Je suis sûre qu'Edwige est derrière aussi. Donc, je disais, voilà, c'est parti d'une discussion. Je ne sais pas pourquoi on en est venu du coup à présenter ce sujet, mais c'était assez marrant. C'est Florence, notre créative, hein, qui a toujours plein d'idées. Et elle dit, ouais, je fais bien un truc sur gentillesse. Puis d'un coup, il y a des mots qui sont sortis. Complaisance. Complaisance. Et là, je regardais, je me dis, c'est quoi ce mot complaisance? Je dis, mais je l'ai jamais utilisé de ma vie, quoi. Donc aujourd'hui, ça va être un live un peu décalé. Donc là, c'est de décalage complet. Et j'aurais même bien rajouté gentillesse, complaisance, bienveillance, compassion. On l'avait pas mis dans notre intitulé, mais on peut l'ajouter. Ouais, exactement. On peut l'ajouter. Et puis, c'est venu tout seul, coup de pied aux fesses, parce que, par exemple… Non, tout de suite, on me dit, toi, tu mets des coups de pied aux fesses. Si, toi, si. C'est la mère fouettarde, Marie. Oh non. Si. Bah, avec bienveillance, donc c'est pas un coup de pied aux fesses. Ah, pousse. Je pense qu'elle a la capacité de donner des coups de pied aux fesses bienveillants. Et je n'avais pas encore trouvé ça forcément chez quelqu'un de manière autant, je ne sais pas si on peut dire pure, mais moi, parfois, je me pose la question en moi-même, est-ce que mes coups de pied aux fesses, ils sont toujours bienveillants, ou est-ce que des fois, il y a des parts de moi un peu plus sombres qui sont dans mes coups de pied aux fesses aux gens que je pense être bons. Puis après, avec une minute de recul, je me dis, pourquoi j'ai dit ça vraiment? Est-ce que c'est vraiment pour le bien de la personne ou est-ce que ça me fait du bien en même temps? Mais elle, non. Elle donne des coups de pied aux fesses avec bienveillance. Elle sait même parce que c'est la complaisance, donc elle est cash. Elle est cash, mais bienveillante. Moi, je pense on aime donner des coups de pied aux fesses. Après, c'est aussi une question de perception qu'on a de la personne, du niveau en fait de création du lien. C'est-à-dire que quand tu démarres un coaching ou un accompagnement, peu importe, avec quelqu'un, et j'ai envie de dire que d'ailleurs toi-même dans le processus artistique, au départ, tant que le lien il n'est pas créé, tu ne peux pas te permettre de donner un coup de pied aux fesses parce que tu ne connais pas encore suffisamment la personne, tu n'as pas encore assez calibré pour savoir si… Attends, je termine. Ouais, pour savoir si tu vas pouvoir lui donner un coup de pied aux fesses et comment ça va être perçu. Parce que en fait, ça dépend des personnes. Moi, je suis plutôt coup de pied aux fesses aussi, dans les deux sens. J'aime bien en donner, j'aime bien en recevoir, parce que ça me fait véritablement bouger et avancer. Par contre, tu as des personnes pour qui ça ne pourra pas du tout fonctionner comme ça. Donc, c'est vraiment, si tu as suffisamment créé le lien avec la personne, là, c'est aussi faire appel à son intuition. Si tu sens qu'avec cette personne-là, ça va marcher, il faut y aller, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut se bouger. Marie. Alors moi, je dirais que je donne des coups de pied aux fesses, mais indirect en fait. C'est-à-dire que je raconte une histoire ou… Coucou Sadia. Voilà, bonjour Sadia, merci d'être là. Je vais raconter sous forme d'histoire ou quelque chose en tout cas pour amener la personne à percevoir qu'il y a qu'en se bougeant un peu qu'il se passe des choses. Je ne vais pas le faire de manière directe, mais de manière indirecte. Donc ça, c'est ma technique. Deuxième champ, si je vois que la personne n'est pas prête à ça, en fait, ça me donne une information cruciale sur le fait qu'elle n'est pas faite pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui va sortir les personnes de leur zone de confort. Si elles ne sont pas prêtes à ça, c'est qu'elles ne sont pas prêtes du tout, en fait. Donc, en fait, face au changement, si on n'avait pas un minimum armé, je pense que
ça peut très vite partir déstabiliser. Et en fait, moi, c'est pas les personnes forcément que je recherche par mes accompagnements, en tout cas moi. Donc, d'une manière ou d'une autre, je vais transmettre ce que j'ai à transmettre, en direct ou en indirect. Ça prend pas. Mais si ça prend pas, c'est que c'est OK, c'est pas pour moi. Voilà. Et moi, derrière, en toute bienveillance, je sais que c'est OK pour la personne, qu'elle n'est pas encore dans la disponibilité. Donc, en tout cas, je vais donc semer des graines et donc lui permettre de faire le chemin qu'elle a à faire nécessaire pour avancer. Mais ce n'est pas le moment pour faire un coaching. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que. Mais tu es d'accord sur le fait Parce que hier, j'ai commencé avec quelqu'un et en toute honnêteté, j'ai été directe. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui a l'habitude et qui. Voilà, les entrepreneurs sont amenés souvent à se dépasser. Chef d'entreprise en particulier. On peut les bousculer. Et en fait, je veux pas. Moi, je veux des futurs leaders. Je veux pas des gens qui se complaisent dans la souffrance. Et donc, en général, c'est cash et ça passe ou ça casse, mais en même temps c'est exactement ce que je veux, c'est des personnes qui vont foncer et qui vont avancer vite en fait. Voilà. Après c'est parce qu'ils ont cet état d'esprit. Mais après moi c'est ce que je recherche aussi. Bien sûr. Mais moi je pense quand même que le coup de pied aux fesses il doit être donné au moment opportun et quand tu es en plein dans la création du lien, je pense que c'est pas encore judicieux. Qu'est-ce que tu en penses toi, Florence? Mais moi, je pense que vraiment, c'est une force de Marie-Christine. Que c'est vraiment une force de Marie-Christine de sentir tout de suite qu'elle peut donner. C'est l'intelligence relationnelle, en fait. Je me rends compte que j'ai quand même assez. Oui, mais moi, j'ai un côté très maternel qui fait qu'à un moment donné, entre la complaisance, la bienveillance, le coup de pied aux fesses. Tu as du mal à te situer? Je mal à me situer. Disons que je me pose des questions à l'intérieur. Je sais ce qui est le mieux pour l'autre. Enfin, j'ai une conviction intérieure, mais n'empêche que la frontière, elle est parfois titi et bon, du coup, je le fais comme ça à la personne. Je lui fais un câlin parce que ça passe autrement. Quand on est véritablement connecté à son intuition, on sait à quel moment il faut. Moi, je suis plutôt de ce style-là aussi, c'est que on me dit toujours j'ai une voix douce, etc. Mais par contre, on me dit t'es punchy, t'envoies du lourd avec ta voix douce, etc. Et tu me bouscules. Elle te cartonne avec sa voix douce. Ouais, et en fait, c'est vrai que c'est mon mode d'emploi aussi à moi, c'est que j'adore bousculer, quoi, avec bienveillance aussi. J'adore déstabiliser. Mais attention, par contre, quand on déstabilise, derrière, il faut savoir reposer aussi, quoi. C'est super important. Ça, c'est essentiel. Alors, soit si tu sens que la personne elle est trop instable, tu le fais de manière indirecte par une histoire et en fait, elle va pas forcément le prendre pour elle. Donc, du coup, en fait, ça passe mieux. Enfin, c'est pour ça que moi, je le fais souvent. Et c'est pour ça aussi. Ou des anecdotes, tu vois. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir des séances qui ne sont pas trop courtes et de savoir qu'on travaille avec la personne sur la durée. Donc là, en fait, vous avez 3 coachs et 3 personnalités différentes et du coup, 3 manières vraiment fondamentalement différentes d'aborder la relation à l'autre et comment on traite chacune la gentillesse, la bienveillance, la complaisance. Alors, la complaisance… On a bien rigolé avec ce mot. Marie-Christine, qui ne le connaît pas du tout envers l'autre, elle le connaît absolument quand c'est envers soi. C'est-à-dire que… Je l'ai utilisé hier. Oui, mais même quand tu dis un chef d'entreprise se complaît envers lui-même, que tu n'aimes pas ça, c'est de la complaisance, mais envers soi-même. Et celle-là, une forme de victimisation, en fait, que j'aime pas. Merci Guillermo pour ta réflexion qui est tout à fait intéressante. Oui, le coup de pied aux fesses est clairement utile. C'est l'intention derrière ce coup de pied qui est important. Oui, je te remercie pour cet apport. Pour blesser, en fait. Ça n'a pas d'intérêt, en fait. Ça n'apporte rien. Oui, mais toi, mais bien vérifier toujours que la personne n'est pas… Tu donnes le coup de pied, mais qu'elle n'est pas au bord de la falaise. Ah non, tu vois on va pas la pousser comme ça. C'est pour ça que je te dis direct et indirect. C'est-à-dire quand c'est indirect, la personne ne le prend pas pour elle. Mais par contre, ça peut déceler en elle une émotion et tu vas percevoir ensuite, en tout cas moi je perçois, si elle est vraiment au bord de la falaise. Si elle est au bord de la falaise, je la récupère de suite et je la sors de la pensée en fait. Donc du coup, la sortant de la pensée, Samuel, j'ai perçu que finalement elle était au bord de la falaise et c'était vraiment pas le moment. 2, elle n'est pas prête. 3, je rebondis sur autre chose et je lui envoie des messages positifs pour la ramener et relancer sa dynamique tout en semant des graines pour du coup comprendre que j'ai déjà perçu à peu près comment elle fonctionnait. Donc voilà, semer des graines pour qu'elle-même puisse avancer quand même sur son cheminement.
tout en restant à la fin en disant, mais voilà, prends le temps de machin, de bien te poser, de réfléchir sur toi, machin, c'est peut-être pas le moment, tu vois. Mais en tout cas, j'amène le fait que, en fait, c'est peut-être pas le moment. Voilà. Donc, mais voilà, c'est la manière de l'amener, et des fois, en étant un petit peu clac, hop, il y a une émotion qui va jaillir, ça va te donner des informations qui vont te permettre de rebondir ensuite, de savoir si oui, non ou pas. Et quand j'ai affaire à des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, là, je n'y vais pas par 4 chemins. J'y vais cash parce que je veux avoir des personnes qui sont cash et qui vont aller loin. Sinon, ça ne m'intéresse pas, en fait. Dans la bienveillance, hein, toujours, quand elle dit ça, quand Marie-Christine parle, c'est toujours dans la bienveillance. Ah ouais, par contre, j'ai énormément travaillé sur mon vocabulaire parce qu'en fait, j'ai appris, moi qui étais mauvaise en français, à l'époque, forcément, le rejet de ma mère, tout ce qui était en relation avec la lecture, le français, les langues, c'était horrible, je rejetais tout. Et donc, en fait, j'ai appris avec Vanessa, qui a un langage hyper pointu. Donc, avec toutes tes lectures, tu es hyper pointu. Des fois, je ne comprenais pas la moitié de ce que tu disais. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Et donc, j'ai appris à bien parler. Le langage, en fait, tu peux dire les choses d'une manière, mais vachement bien amenée, si tu utilises les bons mots, en fait. La puissance des mots, et j'ai compris la puissance des mots par la religion, par les prières, en fait, la puissance des prières, la puissance de toutes ces choses-là. Et en fait, chaque mot, les mantras sont pesés, ça a des intonations, des tonalités, enfin, ça va très très loin, en fait, au niveau vibratoire, les mots. Et donc, en fait, quand tu as compris ça et que tu commences à comprendre l'importance d'avoir du vocabulaire et de bien comprendre ce que tu dis vraiment, et quand ce mot-là est vraiment intégré par tes expériences, et ben en fait, c'est plus du tout le même langage, et donc tu peux te permettre de dire des choses avec bienveillance, avec fermeté, en disant cette fameuse vérité, cette justesse, en fait, et en fait, ça passe tout seul. Voilà. Et donc, mais par contre, voilà, c'est 10 années d'apprentissage, de langage. Quand on sait dès que vient un mot de travers, bam, tu prends une cartouche, voilà. Donc en fait, ça t'apprend bien à peser tes mots, à faire très attention. On sait bien que l'importance n'est d'un conflit de langage. C'est ça, c'est le conflit, c'est le mot, mais le langage non verbal, c'est l'incongruence entre ce que tu dis et ce que tu es. Voilà, il y a tout ça. Et ça, c'est réaligner tout ça, rééquilibrer. C'est un travail de longue haleine. Exactement. Je ne suis pas arrivée comme ça. Mais en fait, pour moi, tout l'art, en fait, est d'arriver à jongler justement entre gentillesse, complaisance, coup de pied aux fesses, bienveillance. En fait, de repasser de l'un à l'autre, en fait, en permanence dans l'avancée du travail, de s'ajuster, de s'adapter vraiment à l'autre en fonction justement de la calibration. Voilà, plus tu es en lien avec l'autre, plus tu calibres ces changements d'état interne, etc. Et plus tu es en mesure de passer de bienveillance à coup de pied aux fesses, gentillesse, etc. Et aussi, tout dépend de l'avancée de la personne dans sa vie. Si la personne qui vient vous voir, elle est clairement en burn-out, par exemple, je prends cet exemple-là, elle ne sera pas en mesure là du tout de recevoir le coup de pied aux fesses. Là, on va être plutôt en mode réconfort. On va chercher à réconforter la personne, à la valoriser, à la pousser à être vraiment plus dans l'introspection, etc. Là, on ne peut pas, à ce stade-là, en tout cas, là, moi, je ne suis pas du tout dans le coup de pied aux fesses. Je suis vraiment plutôt dans la valorisation, le fait vraiment de la réconforter, de la pousser petit à petit, mais vraiment la hyper en douceur. Et par contre, et après, parce qu'à un moment donné, il faut en sortir de ce stade-là. C'est-à-dire que si la personne, elle reste trop longtemps dans ce stade-là, elle va s'entériner dedans. Et c'est là où il faut trouver la justesse et de mettre ce mini coup de pied aux fesses, là, pour le coup. Et voilà. C'est toujours je vais juste utiliser un cas d'une personne, justement, qui était en transition de vie. Donc, son objectif, c'était de passer du salariat à trouver une nouvelle activité salariée. Il se trouve que c'était salarié. Et donc, sur ce cheminement-là, je me suis rendu compte que la personne était émotionnellement très instable, en fait. Donc, il y avait toujours des paramètres extérieurs, donc l'écologie, qui venaient interférer, en fait, sur sa propre écologie interne, l'écologie externe. Et donc, du coup, l'écologie, c'est vraiment l'environnement. Hein, donc, il s'était séparé de sa copine dans le coaching. Enfin, il y a plein de situations. Il a commencé à se réconcilier avec son père. Donc, il y a eu beaucoup d'émotions. Le fait qu'il soit toujours en relation difficile avec sa mère. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties pour ce coaching. Forcément, on arrive dans ces moments-là, quand la personne est en fragilité, on ne va pas lui mettre un coup de pied aux fesses. Par contre, au bout d'un moment, quand on se rend compte qu'en fait,
la personne rentre dans un cadre de victimisation et qu'elle se sert en fait, de cette émotion et qu'à un moment donné, elle tourne en rond, qu'elle n'arrive plus à avancer, et bien par contre, je dis, ok, j'ai entendu tout ça, je t'ai donné tout le processus, je t'ai expliqué comment, tu sais comment tu peux t'en sortir, mais tu ne fais rien. Tu fais puis tu lâches, tu fais puis tu lâches. Et à un moment donné, bah là, mon intuition, elle me dit, alors là, il sait faire, il a les ressources, il a le processus, il a tout pour avancer, mais il n'avance plus. Donc, c'est qu'il a besoin d'un peu de fermeté, un peu à la paternaliste, j'ai envie de dire, entre le maternel et le paternel, trouver ce juste équilibre pour, maintenant, ok, mais tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Et là, clac, 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 et là, on rentre en fermeté et on commence à faire comprendre à la personne que la victimisation, ça n'a jamais abouti à nulle part. Et qu'à un moment donné, il faut sortir de ce schéma-là. On n'est plus une victime, on est un adulte. On avance. Voilà. La vie, c'est pas rester sur place, c'est pas reculer. La vie, c'est avancer et apprendre. Donc, en fait, j'impulse en fait quelque chose. Et donc là, vraiment, je demande des retours. C'est-à-dire, OK, maintenant, tu vas m'envoyer tous les 2 jours. Je veux savoir ce que tu as fait. Et là, je veux rentrer dans un truc un peu plus ferme, un peu plus dur. Et souvent, quand ça fonctionne comme ça, en fait, ça avance beaucoup plus vite. Parce que du coup, la personne, je me suis fait coincer à mon propre jeu. Et du coup, bah, elles se sont obligées d'eux, elle avance. Et puis petit à petit, elle va se rendre compte que ce qu'elle fait, c'est bien pour elle. Et elle va rattraper le wagon toute seule. Voilà, c'est être ferme, mais en fait, on ne peut pas sortir c'est vrai, c'est cette complaisance en fait qui est de ne pas dire la vérité au final. Hein. Je suis complaisant, je fais croire que tout va bien, je te fais avancer comme ça, je te laisse dans ta victimisation, puis je ne dis rien, puis tout va bien, parce que la plupart des gens, parce qu'en fait, au final, qu'est-ce qu'il y a, c'est que on veut être aimé, au final, on veut être aimé, donc on ne veut pas blesser l'autre. Moi, je ne suis pas dans le cadre de blesser, moi j'ai une intention quand tu es arrivé aussi. J'ai l'intention de te faire avancer, et si tu n'avances pas, je suis pas dans ma mission. Je suis pas dans ma mission et je suis pas dans mon intention et c'est pas mon objectif. Donc, tout le monde doit poser des intentions. Comment tu le perçois ça, tout ça, toi, Florence? Alors moi, comme je fais beaucoup de coaching avec des activités en même temps, puisque les gens peuvent passer par l'écriture, par la peinture, par la marche. Ou autre, finalement, des coachings assis et tout ça, on en fait, surtout par Internet et tout ça. Mais moi, je fais beaucoup de coaching où les gens sont en train de faire quelque chose d'autre en même temps. Et du coup, je pense que c'est pour ça que parfois, il y a quelque chose que je vais chercher, par exemple, beaucoup sur la perfection. Parce que dans les arts, il y a un blocage fréquent qui fait que la personne, elle tourne en rond tout le temps et elle n'avance pas, ou alors elle avance, mais en faisant ça. Elle doit attendre que tout soit parfait. Elle doit attendre que tout soit parfait, ou alors elle reste sur la même chose. Un enfant, un adulte qui peut gommer un dessin, mais vous ne pouvez même pas imaginer, plus gommer que dessiner, par exemple. Sur 2 heures de dessin, ça peut être un adulte aussi, qui va plus gommer que dessiner. Donc à la fin, ou à un moment, justement, parce que moi je sais que j'ai tant de temps devant moi, ou que la personne est en mouvement, de dire par exemple la perfection, ça ne me touche pas moi. Je parle de moi. Tu sais, la perfection, regarde ton trait, il ne vibre pas, etc. Je vais te le montrer qu'il ne vibre pas et que tu peux vibrer autrement. Et par exemple, je vais faire changer de main, je vais faire changer même pour l'écriture. Et du coup, d'aller par la preuve que tu es bien plus profond et bien plus efficient, efficace, performant, talentueux, tout ce que tu veux, dans la démonstration. Mais du coup, c'est vrai que je me dis, je donne des coups de pied aux fesses. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais si, parce que ça peut créer même des chocs. Mais le basculement, il est dans le faire. On est en train de faire, on est dans l'action, ce qui fait que ce n'est pas quelque chose, l'émotion qui sort est tout de suite. Comme en hypnose, comme dans des techniques. Tiens, attends, il y a une réflexion pour toi de Guillermo. J'aime beaucoup tes réflexions, Guillermo. Et si tu enlèves la gomme, il se passe quoi? Alors, je leur donne ça, par exemple, quand ils préparent des concours pour les grandes écoles et tout ça. Et ils sont au bic.
et ils font des œuvres magistrales, mais dans ce cas-là, je les oblige au début à n'utiliser que leurs mains non directrices, d'utiliser les objets s'ils dessinent quelque chose pour montrer que techniquement, parce qu'on a besoin parfois de prouver techniquement qu'on est bon, pour des concours, hein, je parle pour des concours. Du coup, je leur dis, par exemple, la rose, tu la vois d'habitude, pardon, là, on ne voit pas de profil, et là, tu vas la prendre comme ça, c'est-à-dire que tu vas avoir le cœur de la rose là, comme ça, vraiment de face. Comme on pourrait faire une photo, parce que c'est facile de faire une photo, mais en dessin, c'est pas facile. Donc, ou alors de prendre l'éléphant, au lieu de dessiner un éléphant de profil, on va le dessiner par en dessous, les pattes par en dessous, etc. Donc, de déstabiliser le cerveau, de changer de main, de changer de position par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, de posture, pour complètement que la personne n'ait plus de repères, en fait. Mais ça, par contre, si vous gommez beaucoup, enlevez la gomme. Ça, c'est. Moi, je trouve que c'est une bonne. J'aime bien. Et j'ai une question pour vous tous là, parce qu'il y a pas mal de gens dans le chat là. Justement, moi aussi, j'avais. Et donc, j'avais une question. C'était vous avez l'impression que vous avez besoin de quoi là maintenant? De gentillesse, de complaisance, de coup de pied aux fesses, peut-être de toute autre chose. On accepte tous les mots, de taquinerie. D'amour. Dites-nous de quoi vous avez besoin, vous, aujourd'hui, pour avancer. C'est exactement la question que j'avais. De quoi vous avez besoin, vous, là, maintenant, pour avancer. Moi, la conversation est partie mardi entre nous trois parce que j'avais besoin d'être à la fois rassurée et coup de pied aux fesses en même temps. C'est bon, ça. C'est pas mal. Hein. Mais comme elles sont deux, j'ai eu droit à rassurer, coup de pied aux fesses, gentil, hein, en même temps dans la conversation. Et après, pendant qu'on se posait, etc., c'est là où on est venu sur le sujet du live d'aujourd'hui. Mais j'avais besoin de ça. Et les deux en même temps, imaginez donc d'être rassuré d'avoir un coup de pied aux fesses au même moment. Et ça a bien fonctionné pour moi. Mais on peut faire les deux en même temps. On peut donner un coup de pied aux fesses très dur. Aussi. Et c'est pour ça qu'on fait des formations aussi ou des coachings où on peut être à plusieurs parce que justement, il peut y avoir des actions doubles. Exactement. Qui font avancer triplement, quadruplement la personne. Et en plus, on se fait même avancer nous-mêmes. On évolue entre nous énormément. Ce qui est génial, là, c'est qu'on est un trio, pour moi, d'enfer. Parce que, non, mais ouais, vraiment, on a des personnalités hyper différentes avec des approches aussi différentes, mais du coup, très complémentaires. On a aussi chacune une vraie personnalité, j'ai envie de dire forte et douce à la fois. C'est ça qui est assez, non? Et du coup, dans les formations, fait des étincelles. Et du coup, dans les formations qu'on propose, ça donne un cocktail justement assez beau de bienveillance, coup de pied aux fesses, gentillesse, etc. Et créativité aussi, parce qu'on est quand même assez branché sur la créativité. Ouais, la créativité, et puis tout, parce que là, Vanessa et tout ça, mais Vanessa, elle dessinait quand elle était petite et tout ça. Je pense que les premières prochaines vacances qu'elle va avoir, ça sera pas la plage et tout ça. Elle croit que c'est ça. Pas du tout, elle va partir avec un carnet, avec des crayons et tout ça, un carnet de croquis. Ça sera plus que le téléphone portable qui fait les machins. J'en sais rien. Là, j'ai du travail. Peut-être pas, parce que non, j'ai vraiment envie. Elle en a envie. Ouais. Après, la concurrence entre le téléphone et le carnet, on sort du sujet comme chez les ados. Mais il n'y a pas de sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est comme sujet? Gentillesse, complètement. On est un peu d'accord. Vous avez le droit de dire que, franchement, chez Unique, elles sont dingo, quoi. Non, moi, j'ai peut-être juste un petit truc à rajouter quand même. Mais bien sûr, la gentillesse, c'est quelque chose que l'on devrait tous avoir. C'est pas quelque chose. En fait, on l'a associé à quelque chose de. Il est trop gentil, il est bien gentil ou truc comme ça. Je dirais que toutes les personnes que je connais qui sont vraiment dans cette gentillesse, dans cette pureté derrière la gentillesse, ça ne les empêche. Je connais certaines personnes qui réussissent très très bien et c'est encourageant de se dire que on peut réussir à être gentil. Ça ne veut pas dire être bête et ignorant. Pour sortir de cette notion de, je dirais plus qu'on considère le gentil au bête et ignorant en fait, donc un manque de connaissances. On peut être gentil, attention, à partir du moment où on a des connaissances. Voilà. Et donc ça demande un apprentissage constant. Pour sortir de cette notion de bêtise, ignorant, gentil, il est bien gentil, mais en fait il n'est pas fut-fut quoi. On peut être gentil. En gros, voilà. Donc en fait,
Voilà, c'est la gentillesse par la connaissance. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de complaisant? J'y réfléchissais hier. Je me suis dit, en fait, c'est quelqu'un qui pense avoir la vérité, mais il ne l'a pas parce qu'il manque de connaissances aussi. Il y a une forme d'ignorance. Complaisant, hein. Il y a con et plaisant. Hein. Moi, je n'aime pas ces mots-là parce que tout de suite, je suis désolée, mais voilà. C'est se complaire, c'est la complaisance. Parce qu'en fait, il ne se voit pas faire, il manque de conscience de lui-même. Et donc, il manque de conscience de lui-même, donc il manque de connaissance de lui-même. En fait, il manque de connaissance. En fait, la complaisance, c'est un manque de connaissance. Et je me suis rendu compte que j'étais dans la complaisance, en fait. C'est juste que c'est un mot que je ne connaissais pas. Et comme je ne savais pas que je n'avais pas assez de connaissance de moi-même, en fait, je ne me voyais plus complaisante. Aujourd'hui, j'ai été complaisante parce que je manquais de connaissance de moi et de connaissance générale. Donc, en fait, du coup, forcément, j'étais dans la complaisance. Mais maintenant que j'ai la connaissance de moi et que je commence à comprendre comment fonctionnent les autres, tout en sachant que j'ai quand même de la réserve, parce qu'on ne sait jamais vraiment, hein, les intuitions, je les apprends encore. Mais aujourd'hui, je suis un peu plus, du coup, dans le coup de pied aux fesses et je peux me permettre de le faire un peu plus parce que j'ai compris à quel moment je pouvais me permettre de le faire. Et donc, d'avoir cette forme de vérité intérieure qui va se ressortir à l'extérieur. Mais je suis quelqu'un, j'ai vraiment envie dans mon intention d'amener les gens à un très haut niveau, en fait. Et peut-être mon degré d'exigence, ou d'excellence, me pousse à être un petit peu peut-être dur parfois dans mes vérités. Mais en même temps, je ne veux pas, je veux avoir des gens qui m'entourent, qui soient un peu dans mon état d'esprit, qui me ressemblent. Et je suis dure déjà envers moi-même, donc c'est normal que je veuille des gens qui soient prêts à en démordre et à avancer. Quand on est exigeant envers soi-même, on l'est forcément avec les autres. Ça fait partie. Et donc, je suis forcément avec les autres, mais dans mes intentions, je suis aussi dure envers moi-même de vous amener là où je veux vraiment vous amener. Et donc, j'ai des intentions qui sont bien au-delà de même ce que vous imaginez. Et ce qui est intéressant, c'est que j'y arrive par mes accompagnements, sauf que même vous ne l'avez pas perçu au départ, mais c'est pas grave. En fait, moi, c'est mon objectif, c'est mon intention. Si vous allez quelque part, voilà, vers ce chemin. Généralement, on part d'un point A pour aller à un point B. Hein, en fait, nous, on vous récupère au point A et on a envie de vous amener au et toi, point B. gentillesse, qu'est-ce que tu dirais de gentillesse? Gentillesse n'est pas faiblesse. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai toujours ce mot-là qui me revient et j'ai ce souvenir d'une coach fantastique qui m'a formée à l'école, qui m'a formée à l'époque, qui faisait vraiment partie de mes formateurs. Et aujourd'hui, elle a rejoint les étoiles, mais elle s'appelait Nicole de Chancet. Et elle avait toute une apologie, justement, sur la gentillesse. Que c'était oui, c'était. Moi, j'adorais cette femme et j'ai beaucoup aimé son enseignement. Et tu sais, c'est comme la phrase que je répète aussi assez souvent, que j'aime beaucoup, c'est ni hérisson ni paillasson. En fait, pour moi, la gentillesse, c'est ça. En fait, c'est un beau mélange de tout ce qu'on vient de dire. C'est qu'à certains moments, on doit être gentil, c'est-à-dire être dans l'écoute la plus totale, dans la valorisation, dans la validation de l'autre. Et à d'autres moments, on ne doit pas non plus laisser cette validation éteindre complètement l'action. Et donc, à ce moment-là, je vais donner un de coup de pied aux fesses. Voilà. Bien dit, mais c'est vraiment bien amené. Dans ce que dit Vanessa, moi, ce que je note, c'est que dans sa gentillesse, dans la gentillesse qu'elle a reçue, finalement, cette femme aussi, moi, je note de la tendresse. Ouais, beaucoup de tendresse, ouais, c'est vrai. Et finalement, il y a une note de tendresse dans cette gentillesse, qui n'est pas forcément tout le temps, mais toi, dans la gentillesse que tu as reçue, il y a de la tendresse. Et je pense que certains ont vraiment besoin de ça. C'est pour ça que je parlais de côté maternel tout à l'heure. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui soient hommes ou femmes. Hein. On peut être tendre, homme ou femme. Tout à fait, ouais. Si on a cette capacité-là d'être tendre, gentiment tendre, en fait, c'est super pour celui qui reçoit. Et c'est vraiment... Sinon, par rapport à tout ce monde idyllique dont on parle, moi, je sais que je peux parfois être complaisante. Et je sais que c'est un mot qui peut être très, très négatif. Et comment tu le définis, toi, justement, en fait? Parce que c'est ça, il y a le mot, il y a les mots dans le dictionnaire et leur définition. Mais comment tu l'as détourné, en fait, finalement, toi, ce mot? Qu'est-ce qui veut dire en fait, pour moi, quand je pousse pas jusqu'au coup de pied aux fesses, jusqu'à dire la vérité, celle qui peut faire mal,
éventuellement. Je le fais parce qu'intuitivement, je sais qu'au moment où j'y suis, je ne suis pas en capacité, souvent c'est énergétique, de gérer ce qui peut être créé si je vais à ça. Donc, je le ferai la fois d'après, ou je le ferai 2 fois après. Et je le ferai au moment où j'ai l'impression qu'il n'y a pas que la personne qu'on accompagne. Au moment où toi, tu es prête à le dire. C'est au moment où moi, je suis prête, non, pas à le dire, parce que le dire, souvent, je suis prête plein de fois. C'est à gérer ce que ça va créer. Et quand je sens que ça peut créer un tsunami, mais que je ne suis pas en capacité temporelle, énergétique, que je me sens pas bien ancrée fondamentalement, des fois, ça peut être des choses toutes simples qui m'ont un peu déstabilisé ma journée. Moi, je fais 1 heure de méditation le matin. Si j'ai pas fait ça, je vais me dire, est-ce que je suis ça? Est-ce que je suis vraiment... C'est des petites choses qui peuvent faire que je vais être un petit peu déstabilisée. Si ta routine, en fait, finalement, quotidienne, matinale n'est pas suivie, ça a un impact sur le reste de ma journée au niveau de la confiance dans comment je peux gérer tout ce qui se passe. Là, c'est intéressant. Et du coup, je pense que c'est une des raisons, peut-être qu'il y en a nobles, parce que j'accepte mes parties moins nobles aussi, qui font que je ne suis pas toujours à aller, je sais pas comment dire. C'est pas déstabiliser, c'est aller chercher. Toi, tu vas chercher l'excellence tout le temps chez l'autre. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme pour ce que je fais pour moi, en fait. Par exemple, je perds beaucoup de poids depuis quelques années. J'ai perdu presque 30 kilos là, en 3 ans. Bravo. Je me laisse le temps. C'est-à-dire que, ok, là, je suis sur un palier depuis quelques mois. Et alors? C'est le chemin qui compte. Vraiment, pour moi, c'est le chemin qui compte. Et pas forcément uniquement d'être tout le temps dans le résultat. Si on n'est que focus sur le résultat. Là, il faut lire mon post d'aujourd'hui. Justement, je travaille la différence entre objectif et résultat. Et c'est vrai que je pense que ça fait que parfois, je vais être peut-être plus dans la complaisance, si on peut dire ça, que dans la recherche de l'excellence à tout prix, tout le temps. Déjà, peut-être parce que moi, ça m'épuiserait et parce que je sais que moi, quand je suis dans peut-être que je le fais par rapport au miroir de moi, quand je suis dans une recherche trop systématique de l'excellence tout le temps pour tout, ça m'épuise et en fait, au lieu d'être sur une pente ascendante, petite, mais je ne sais plus comment faire les gestes parce que je suis en miroir par rapport à l'ordinateur, donc, douce mais qui monte, je sais que je vais faire des montagnes russes, donc ça m'intéresse moins. Mais ça, c'est parce que finalement, peut-être que je gère les gens qui viennent à moi comme je me gère moi. Et finalement, de toute façon, on s'occupe toujours des gens qui nous correspondent. Hein. Exactement. Donc, voilà, des personnes qui nous ressemblent. Peut-être, c'est vraiment le but. Donc, peut-être que moi, je suis plus à pouvoir aider des gens qui sont dans ces espèces de montagnes russes. Les artistes, mais ceux qui ont une âme d'artiste, hein, parce que quand on parle de coaching créatif, artistique, etc., moi je ne parle pas que des artistes, même si je fais aussi de l'accompagnement d'artistes, mais c'est vraiment tous ceux qui sont très... Je pense qu'on a tous un potentiel créatif, mais pour le coup, il est rongé par nos peurs, par des expériences peut-être malheureuses derrière, mais je pense qu'on a tous un potentiel créatif. Quoi. Pour quelque chose, à la base, on a tout. Après, est-ce qu'on veut le développer ou pas, c'est ça, une question d'intention. Oui, mais à mon sens, on l'a, quoi. Après, si on est fait pour ça, on le développe. Exactement. On n'est pas forcément fait pour ça. Je pense qu'on a tous une mission. Après, chacun voit. La mission, toi, c'est une artiste, quoi. C'est ça. Et c'est d'emmener les gens dans ce monde-là et leur faire découvrir ce monde-là. Et c'est génial, quoi. C'est vrai que j'adore. Elle est complètement barrée. J'adore. Non, je rigole. Je pense que je pense qu'on est toutes les trois un peu complètement barrées, faut le dire. Mais voilà. Je le disais hier, quand tu parles de ton post sur l'objectif, moi hier c'était qui m'aime me suivent et je suis décalée et puis si ça vous plaît c'est bien. Et puis c'est bon, voilà. Est-ce qu'ils ont un peu répondu à notre petite demande? Vous avez pas vraiment. Ils n'ont pas vraiment d'avis sur la différence entre gentillesse. Ne soyez pas timide. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour avancer? D'un bon coup de pied aux fesses, de complaisance, de gentillesse, d'amour, voilà, autre de discipline.
de nouveautés, de plus d'intuition, de plus de créativité, justement. En fait, qu'est-ce qui vous manque, en fait, finalement, vous, aujourd'hui, pour vous réaliser vraiment ou pleinement? Pour vous sentir plus sur votre chemin à vous. Pour sortir de votre zone de confort ou de sécurité. Chacun l'appellera comme il veut, mais c'est ça, en fait. Mais pour le coup, là, c'est là où je te rejoins vachement, c'est qu'à un moment donné, peu importe le stade où on en est, si on veut vraiment arriver à se dépasser, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Et c'est hyper inconfortable. Mais il faut pas, non mais c'est vrai, il faut passer par cet inconfort. Donc, et je pense que du coup là, le coup de pied aux fesses, il est très utile pour sortir de sa zone de confort. Alors on peut aussi l'agrandir, sa zone de confort. C'est-à-dire on n'est pas forcé de sortir de la zone de confort. Ça c'est comme le lâcher prise. Quand on parle des mots, on peut dire laisser pisser pour lâcher prise. On perdra des kilos au passage, des kilos d'eau. Et au lieu de dire je sors de ma zone de confort, si mentalement ça ne fonctionne pas, j'agrandis ma zone de confort. Ouais. En faisant des petits pas à l'extérieur, finalement, je l'agrandis ma zone de confort, puisqu'une fois que je l'ai fait une fois, ça devient beaucoup plus confortable. Donc, c'est agrandir mon espace de jeu. Et parce qu'on vous rappelle quand même qu'à chaque fois on parle de ça, ou plus ou moins, la vie est un challenge fun. C'est ça. Exactement. En fait, je crois qu'aujourd'hui, on perd trop, et d'ailleurs dans tout plein de choses, à un moment donné, on finit par perdre la notion de fun et de plaisir. Là, pareil, je vais vous donner un exemple. Là, on m'a appelé pour faire de la préparation mentale pour un jeune joueur de tennis qui est en train de monter. Donc, je ne peux pas forcément divulguer le nom là, mais en fait, c'est tout simple. Et puis en plus, il faut savoir que ce monde-là est un monde hyper compétitif, avec beaucoup de pression, etc. Et le jeune, là, à un moment donné, ben, il n'a plus de plaisir, en fait. Il prend plus de plaisir à jouer. Donc, il est dans une instabilité où un coup, il va faire un match d'enfer. La fois suivante, eh ben, il se fait reprendre alors qu'il a eu 3 balles de match. Voilà. Donc, ce qui est très bien pour les coachs, en fait, le coaching sportif, ça a un avantage, c'est que les sportifs, ça coûte cher et ça peut rapporter beaucoup, mais en tout cas, ça coûte. Donc, du coup, les techniques de coaching fait pour les sportifs, ça a fait plus performer le coach. Ouais. Il voit les résultats tout de suite. Il a tout de suite le résultat chiffré, etc., de son action. Donc ça, si vous êtes dans l'accompagnement des autres, si vous pouvez avoir des gens qui sont dans le sport à coacher, c'est super pour progresser soi personnellement sur les techniques qu'on utilise de visualisation, d'ancrage, de tout ce qu'on veut, d'hypnose, parce que du coup, on a au prochain match, au prochain entraînement, on voit tout de suite, est-ce qu'il s'est cassé, est-ce qu'il est allé au bout, là où ça a flanché, etc. On a tout de suite un retour de nos techniques à nous. Donc, c'est juste géantissime, le coaching sportif. Donc, si vous en avez jamais fait, que vous êtes coach, pourquoi pas y aller aussi. Voilà. C'est intéressant. Moi, j'adore la préparation mentale pour le sportif. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. C'est très challengeant, là, même pour moi en plus. Donc, voilà, moi, comme j'aime beaucoup être challengée, c'est très excitant en fait pour moi. Moi, j'ai enseigné le patinage artistique pendant quelques années. Donc, en fait, quand on enseigne ce type de sport, on est obligé d'en faire. Ouais. Parce que c'est des sports trop durs, en fait, pour que les gens arrivent à... Ouais. Il y a une forme d'exemplarité quand même. Et du coup, qui joue beaucoup en fait. Justement, par rapport au sujet d'aujourd'hui, quelle attitude justement adopter avec le sportif? Et justement, voilà, quand il a trop de pression, complaisance, coup de pied aux fesses. Là, je pense que le beau mélange au moment opportun est très intéressant. Mais tu ne peux pas être que dans le coup de pied aux fesses, ni que dans la complaisance. Il faut savoir, lui, où il se situe, en fait, au moment clé. Alors, moi, j'aime beaucoup ce que raconte, je ne peux pas me tromper de prénom, Margaret King. C'est une championne olympique qui a été blessée, peut-être 100 mètres ou 1000 mètres, je ne sais plus ce qu'elle faisait comme distance, qui a été blessée et qui a préparé ses JO dans la tête. Elle n'a pas pu s'entraîner parce qu'elle ne pouvait pas, son corps ne pouvait pas. Et du coup, elle s'est entraînée uniquement
uniquement dans sa tête. Elle a visualisation. Et voilà, elle l'a fait par la visualisation. Et elle explique vraiment le mindset du sportif. Tu te vois pas si tu ne te vois pas sur la première marche, tu n'y seras pas. Si tu ne te vois pas sur la deuxième, tu n'y seras pas. Si tu ne te vois pas sur la troisième, tu n'y seras pas. Donc, tu seras peut-être 4e. Super génial, la pire des places. Ah ouais. Quand on est compétitif, hein, parce qu'on peut faire du sport sans la compétition. Vaut mieux être 10e que 4e. Mais même, il y a des fois, tu préfères être dernier parce que tu dis, je l'ai fait. C'était super dur, j'ai fait un marathon, j'ai fait un truc. C'était super dur, je l'ai fait. Je suis dernier. Sauf si tu t'es dit, il faut juste que je termine. Bah, tu seras dernier. Mais tu as rempli ton objectif. Mais 4e, moi, c'est pas global. J'avoue que c'est dur. Mais elle dit vraiment le mindset et de le faire avec un état progressif, c'est-à-dire de créer d'abord, entre guillemets, ces championnats régionaux, quel que soit le domaine où on est, ces championnats régionaux, ces championnats nationaux, ces championnats, par exemple, européens si on est en Europe. Et puis après, mondiaux et JO, etc. Se faire dans son propre domaine d'activité, son challenge comme ça. Parce que ça ne marche pas de passer de rien au JO. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la gestion elle-même de la compétition, la gestion elle-même de ce stress très spécifique, de cet émotionnel qui est particulier. Il faut être là à cet instant-là. Ouais. L'émotionnel chez les sportifs, c'est justement, c'est ce qui va soit les emmener vers le haut, soit, je veux dire, un peu comme dans tout. Donc, le sportif, c'est le mindset. Ouais. Et c'est le mindset qui va faire qu'il va se blesser. Il va trop s'entraîner, il n'a pas confiance, il va trop s'entraîner. Trop s'entraîner, c'est pas bon. Donc, il faut être dans la juste équilibre. Et puis, s'il n'a pas confiance en lui, il ne saura pas dire non aux autres, il ne saura pas dire non à ses parents, il ne saura pas dire non à son entraîneur, il ne saura pas dire quand il sent que ça casse. Et moi, je ne sais pas, mais il me semble que le sportif, c'est le corps, finalement, un des corps. Et je prends les danseuses avec, les danseurs et danseuses avec, enfin, ceux qui utilisent leur corps pour faire leur métier, c'est vraiment hyper cassant. C'est vraiment hyper fragile. Ce corps qui est censé être notre véhicule devient notre outil vraiment à 100%. Et il faut l'écouter. Et ceux qui ne sont pas l'écouter. Guillermo qui nous écrit 4e ou dernier, c'est toi qui décides si c'est top ou non. Et ouais, tout à fait. Oui, complètement. Oui. Mais si tu es compétitif, que tu as pensé premier et que tu es 4e, là, c'est difficile. Dans le monde sportif, moi, je sais que pour avoir fait aussi quand même de la compétition à un moment donné, et j'adore le sport, et j'ai quand même fait du sport longtemps, etc., à haut niveau et tout. Pour moi, c'est clair que la quatrième place, c'est un cauchemar, quoi. T'es dégoûté, en fait. Pour moi, c'était la chute, c'était un cauchemar. Quand tu t'entraînes tout le temps, à un moment donné, et puis de toute façon, on te formate, hein, compétition. Même si tu n'es pas là-dedans, en fait, compétition. Puis à un moment donné, moi, c'est ce qui m'avait fait. Puis tu n'es plus dans le plaisir. On n'était plus dans le plaisir, en fait. C'est complètement ça. Je dis, oh, c'est bon, je suis là pour l'esprit, pas pour juste de la compétition. Donc, c'est vrai qu'on peut perdre la passion du jeu et c'est la passion qui nous fait gagner. La passion, la vision et l'action. C'est-à-dire passion, il faut être passionné par ce qu'on fait, dans n'importe quoi. La vision, il faut être clair. Et l'action, parce que si on n'agit pas, alimentaire, entraînement, préparation. Pareil pour n'importe quelle activité, hein, c'est pas que pour le sport, on n'y va pas. C'est vraiment le trio de choc. Enfin, moi, je pense, en tout cas pour les sportifs, j'aime beaucoup. C'est la théorie de Margaret King, mais j'adore en fait ce qu'elle raconte depuis des années. Mais tu sais quoi, je vais aller regarder parce action. Que je connais. C'est génial. Elle propose depuis, je sais pas, une vingtaine, peut-être pas une vingtaine d'années, mais au moins une quinzaine d'années, je pense, des méditations, Alors peut-être que tout est en anglais. Moi, comme je parle anglais, je ne sais plus en fait. Mais c'est vraiment, c'est une super femme et j'aime aussi les femmes qui ont réussi des trucs assez incroyables, quoi. 4e sur 2000 au marathon, c'est tout sauf un cauchemar. Ah, c'est clair. Yes. Bravo. Ouais, surtout que le marathon, c'est pareil. Là, on est vraiment dans le mental pur. Oui. Là, c'est vrai que c'est un sport particulièrement beau. Oui, tout à fait. Tout à fait. Version dépassement personnel, c'est pas mal. D'ailleurs, version dépassement personnel, nous, on fait toujours nos stages, nos marches. Où justement, quand on a du mal à se dépasser,
On emmène des personnes se dépasser, justement, avec nous, en toute bienveillance, avec parfois le coup de pied dans le cul, j'ai envie de vous le dire, c'est vous que vous le mettez, parce que sinon, vous restez là, planté, et nous, on continue à avancer. Donc, moi, ça a l'avantage que le groupe fait avancer les choses. Et c'est des moments très forts. Toujours avec gentillesse, bienveillance, voilà. Complaisance, non. Je dirais que la complaisance, c'est quand même pas quelque chose qu'on fait quand même. Hein. Toutes les deux, en tout cas. Pas trop, non. On n'est pas trop dans nous ne sommes pas complaisants. Heureusement, peut-être tu nous apportes ça, mais nous. Oui, je sais. Ouais, moi, j'ose pas dire. J'ai du mal à pas dire la vérité, en fait. C'est pour moi, c'est comme si je ne disais pas la vérité. À l'inverse, c'est comme si je disais un mensonge. Donc, en fait, peu importe comment elle est dite. Hey, coucou Christine. C'est comment je vais la dire. Et en fait, je vais tourner le truc, mais le plus souplement possible, le plus fluide possible, et ça va sortir en vérité et pas en mensonge, parce que sinon c'est un mensonge. Et si j'envoie un mensonge, ça se retourne contre moi, je peux pas. Aujourd'hui, c'est viscéral, je ne peux plus le faire. On est toujours dans l'énergie. Comme elle pense que ne pas dire quelque chose, c'est mentir, du coup, pour elle, c'est négatif. Pour moi, ne pas dire quelque chose, c'est pas forcément mentir. Donc, du coup, je suis pas mal avec ma décision. Parce que ne pas dire quelque chose, pour moi, ça n'a rien à voir avec moi. Pour moi, ça dépend. Ça dépend des fois. Moi, je suis au milieu, ça dépend. Oui, Germain, c'est vrai que souvent, le sportif, il visualise sans le vouloir. Ça peut faire... Parfois, c'est un processus qui fait partie de lui aussi. Ouais, souvent, dans cette qualité-là. Mais pas tous. Les distingue, en fait, des bons. Oui, mais visualiser quoi? Visualiser quoi quand on est skieur, qu'on a... Il faut être précis dans la visualisation. Qu'on a 2 ou 3 fois, on fait le parcours. Après, c'est cette capacité de refaire le parcours dans sa tête. On a un parcours machin. Il y a cette visualisation-là. Mais il y a aussi, je me suis visualisée où dans ma vie? C'est quoi mon objectif, mon intention de vie? Est-ce que je réalise mon rêve? Est-ce que je réalise le rêve de mes parents? Parce que mon intention n'est pas du tout la même. Ouais. Donc, en fait, effectivement, le sportif, il est habitué à visualiser. On est à cheval, paf, on fait son parcours. On le voit, il y a toutes les compétitions, on fait un tour, on visualise son truc, après on l'a dans la tête. Mais c'est pas que ça s'arrête pas là. C'est où je vais. Si vous n'êtes jamais rêvé sur une grande scène en train de chanter, vous serez jamais chanteur. Si vous êtes jamais, il y a un moment donné où il faut le rêve, il faut l'avoir rêvé pour soi. Et vraiment fondamentalement. Complètement. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, dans la prise de parole en public, à un moment donné, moi, je me suis imaginée clairement dans une grande salle, etc. Et j'étais hyper excitée, quoi. La showgirl. Et du coup, aujourd'hui, je rêve d'une salle plus grande et je me visualise même dans un Bercy ou quelque chose comme ça. J'y vais carrément. Moi, c'est plus genre Opéra Garnier et compagnie. Mais j'aime bien la bourgeoisie. Moi, je vous ai dépassé. Je vous ai dépassé, là. J'ai fait plus grand que ça. Ah, ça y est, elle rentre dans la compétition. Qui est compétitive? Non, j'ai fait plus grand que ça, mais inconsciemment, en fait. Tu vois, moi, j'ai imaginé une source avec une rivière, puis après, j'ai imaginé un océan. Mais en fait, il ressemblait à des têtes, tu sais. Donc, ça fait beaucoup de monde, en fait, devant moi. Non? J'ai vu ça sous ayahuasca. Je dis sous ayahuasca parce que j'y étais. J'ai vu une scène comme ça n'a rien à voir. On va s'arrêter à là. Avec un océan de gens qui me souriaient et qui me faisaient comme ça. Un océan de gens et je voyais les esprits comme ça à perte de vue. C'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés. Bon, donc vous l'avez bien compris, on est 3 folles dingues. Je pense que c'est pour ça qu'on se kiffe. Sur ce, on va vous souhaiter une belle après-midi. On vous remercie d'avoir participé à ce live. Vous pouvez quand même répondre toujours à cette question, même après, de quoi vous avez besoin aujourd'hui, vous. J'insiste. D'ailleurs, vous savez quoi? On va vous faire une petite photo avec une citation. Ce ne sera pas une citation, ça serait une question. De quoi avez-vous besoin, vous, là, maintenant? On va faire une petite phrase avant. Exactement. On va faire notre propre citation. On vous dit à très bientôt. Jeudi prochain. À jeudi prochain. Ciao. Ciao.